Alors bonjour, pour embrayer sur ce que vient de dire François Jost, le système de notation, il existe en Chine, des gens, et du coup c'est des articles récents, et notamment sur le fait qu'on est aussi noté selon les notes de ses amis sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut avoir des bons amis. Je vais vous proposer une vision sur ce qu'on appelle l'éducation aux images. À quoi ça sert l'éducation aux images à l'aune de l'évolution de la fonction psychosociale des images. Parce qu'en fait, les images, dans l'histoire, elles n'ont pas toujours servi à la même chose. Et moi, pour agir dans le champ de l'éducation aux images, je me pose la question de la pertinence de mes pratiques, et du coup je voudrais poser avec vous ces problématiques, mais avant ça, moi j'invente beaucoup d'ateliers, de propositions pédagogiques innovantes, on va dire, c'est un petit peu ce que je fais, et d'ailleurs si vous voulez avoir des informations là-dessus, vous pourrez trouver sur le site sur mon site internet, vous pourrez trouver un petit livre à télécharger. En bas de la page d'accueil, vous tapez mon nom, Benoît Labourdette. Il y a ce petit livre qui s'appelle Éducation à l'image 2.0 qui propose des actions d'éducation à l'image innovantes, on va dire. Alors je vais vous dire pourquoi ça me semble intéressant d'innover dans ce domaine-là. Mais pour aussi boucler sur ce que François disait, j'ai fait une expérience. Je vais couper le son là, avec Periscope. Je ne sais pas si vous connaissez Periscope. C'est une application qui existe depuis 2 ans et demi, qui permet de se filmer en live et de visionner les flux live des autres. Et on a fait, je ne sais pas si on voit très bien là, mais j'ai fait cette expérience avec des étudiants de la FEMIS. Où j'avais une semaine avec eux, et puis de la FEMIS et du Conservatoire de théâtre de Paris, et je leur ai dit, voilà, on va faire quelque chose avec les nouveaux médias. Et ils m'ont fait découvrir, c'était il y a 1 an et demi, ils m'ont fait découvrir Periscope. Et en fait, les remarques, je ne sais pas si vous lisez bien, mais les remarques, les gens sont face à l'image et envoient leurs remarques. Et nous, on se filme nous-mêmes et on parle aux autres, mais on voit les remarques écrites des autres. Et c'est absolument affligeant aussi et violent. Et c'est vrai que moi, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que tous ensemble, un jour, on s'est dit, c'est quoi Periscope? Allez, on se met dessus, on crée un compte, et puis on s'autofilme et on voit ce qu'on reçoit. Je l'ai fait aussi. J'étais l'animateur de l'atelier, mais je l'ai fait aussi. Et je peux vous dire que il y avait une jeune femme avant moi et que quand je me suis mis devant l'image, les remarques que j'ai reçues, c'était très dur. C'est-à-dire qu'on ne réussissait pas à rester plus de 3 minutes devant ces commentaires. Et ça, c'est une expérience qu'on a faite sur scène. En fait, c'est une mise en scène, c'est une comédienne. Et on voyait comme ça, sur une scène grande comme ça, les messages en grand. Et c'est assez incroyable. Donc on a mis une narration là-dedans. Donc il y avait aussi des spectateurs qui étaient dans la salle et les 2500 personnes qui se sont connectées à Periscope pendant le spectacle, si j'ose dire. Là, on voit le nombre de gens connectés. Et à la fin de ce petit spectacle qui durait une vingtaine de minutes, la plupart des gens nous ont dit « mais ça n'existe pas, vous l'avez inventé, ce truc ». C'est-à-dire qu'on ne mesure pas, en tout cas moi je sais que personnellement je ne mesurais pas à quel point il y avait de la violence en effet dans les réseaux sociaux. Voilà, c'était pour boucler avec l'intervention précédente. Alors, les images et des images animées, moi c'est principalement mon champ. Finalement, dans le secteur des images et de l'audiovisuel, il y a toujours eu les amateurs et les professionnels. Il y a toujours eu cette distinction entre les deux. Alors c'est quoi la différence entre un amateur et un professionnel? Le professionnel, c'est celui qui sait faire des films, et puis l'amateur, c'est celui qui est un peu moins bon techniquement, qui sait un peu moins bien faire des films. Il y a eu traditionnellement une forme de hiérarchie comme ça entre les amateurs et les professionnels.
Il y avait aussi une question économique. C'est-à-dire que un film professionnel qu'on va voir au cinéma, à la télévision, acheter un DVD, maintenant sur les plateformes web, etc. Un film professionnel, on va payer sa place pour aller le voir. Donc, alors que on ne va pas aller payer sa place pour venir dans une salle de cinéma voir des films amateurs. Ça semblerait complètement absurde. Donc il y a une valeur comme ça du contenu professionnel et puis une non-valeur des contenus amateurs. Dans les années 80, il y a un sémiologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Roger Audin qui a travaillé sur le cinéma privé et il a dit mais en fait il ne faut pas faire de hiérarchie entre les images amateurs et les images professionnelles. Simplement, ces images ne servent pas à la même chose. Les images amateurs, elles ont une vraie fonction. Pourquoi on fait des images, avant même aujourd'hui et le numérique, pourquoi on fait des photos de ses amis, de sa famille, de ses enfants, de ses ancêtres? Pourquoi ça a de la valeur pour nous d'être confrontés à ces images? Ben, ça participe de la construction de notre identité, en fait, hein, les images. C'est très important, les images amateurs. Le fait qu'on ait des images de nous, enfants, qu'on ait des photos de mariage où on peut se repérer dans la famille, c'est extrêmement important. Donc finalement, il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les deux. Ça a une fonction différente. Et je vais vous montrer une petite vidéo de YouTube qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Charlie Bit My Finger. C'est un film de 56 secondes qui a été posté sur YouTube en 2007, il y a une dizaine d'années. Et je vais vous le montrer, vous allez comprendre pourquoi. Charlie. Charlie bit me. Charlie m'a mordu. Ah. Ah. Oh. Ouch. Ouch. Ouch, Charlie. Ow! Charlie, that really hurt. No, Charlie bit me. And that really hurt, Charlie, and it's still hurting. Bon, alors pourquoi je vous montre cette petite vidéo? Parce que des vidéos, il y en a plein hein, sur YouTube. D'ailleurs, vous savez peut-être pas combien il y a de vidéos supplémentaires chaque minute sur YouTube qui sont postées. Chaque minute, il y a 500 heures de vidéos supplémentaires qui sont postées sur la plateforme. Hein. Donc, au bout de 10 minutes, il y a 5000 heures de plus et ainsi de suite, tout le temps, tous les jours. Donc, il y a énormément de contenu, comme on dit. Et cette vidéo-là, ce qui est intéressant, outre sa narration excellente, hein, qui est sans doute due au hasard, mais enfin, elle fonctionne, c'est le nombre de vues. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de vues, elle a été vue 860 millions de fois en 10 ans. Alors c'est un peu une exception qui confirme la règle. Hein. Il n'y a pas énormément de vidéos sur YouTube qui ont été vues autant de fois. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça me semble important. Vous savez qu'il y a des publicités sur cette plateforme. Les publicités, là, l'écran est petit, donc on n'a pas les publicités à droite, mais vous savez, il y a l'encart publicitaire à droite, la publicité en dessous, parfois avant la vidéo, parfois après la vidéo, et puis sur l'image elle-même, ce qu'on appelle le in-stream. Ce qui est extrêmement efficace hein, dans la publicité sur Internet, c'est que l'annonceur, la personne qui met sa publicité, n'est facturé que quand les gens cliquent. Donc c'est pour ça que ça intéresse les annonceurs, parce que je suis facturé de 20 centimes si la personne a cliqué et est allée sur mon site. Généralement, la moyenne, quand une vidéo est vue 1000 fois, ça rapporte à la plateforme YouTube, suite à tous les clics qui ont été faits, ça rapporte 10 $ les 1000 vues. C'est ce qu'on appelle le CPM, le coût pour 1000. Donc ils ont gagné combien d'argent avec cette vidéo? 10 $ les 1000 vues, s'il y a des mathématiciens dans la salle. Beaucoup, ouais, 8 millions de $ de recettes pour un film amateur.
Ça, c'est très important. YouTube, ça apparaît en 2005. En avril 2005. Avant, ça n'existait pas. Je parle de YouTube, mais c'est l'ensemble des sites de vidéos communautaires. C'est apparu en avril 2005. Et ça a fait un basculement. C'est-à-dire que, pourquoi cette vidéo, elle a très bien marché? Parce que c'est ce qu'on appelle une vidéo virale. C'est drôle, on se la partage sur les réseaux sociaux, etc. Et ça produit un chiffre d'affaires très important. Mais c'est encore une fois l'exception qui confirme la règle. La plupart des vidéos de famille, elles sont vues 12 fois par l'oncle, la tante, le grand-père et la grand-mère. Vous voyez, elles ne sont pas vues 800 millions de fois. Mais en vertu de quelque chose, je vous inviterai à chercher, qui s'appelle la loi de Moore, sur des questions techniques, le coût d'hébergement d'une vidéo décroît en fait très régulièrement. C'est-à-dire que pour la plateforme YouTube, que une vidéo soit vue 1000 fois ou que 100 vidéos soient vues chacune 10 fois, c'est à peu près le même prix de revient pour eux, en fait, en vertu de la loi de Moore, pour ceux que la technique intéresse. Ce qui signifie que leur intérêt, ça n'est pas forcément qu'une vidéo soit vue 800 millions de fois, mais leur intérêt, c'est qu'on poste ces fameuses 500 heures par minute. C'est-à-dire qu'il y a une économie florissante, gigantesque, qui est appuyée sur le partage des contenus par les amateurs eux-mêmes, que ce soit des contenus qu'ils ont eux-mêmes produits ou des contenus qu'ils ont repris d'ailleurs. Et ça, c'est très important parce que dans cette distinction amateur-professionnel, en fait, les films amateurs rapportent de l'argent et les chiffres d'affaires de ces plateformes de vidéos communautaires commencent à toucher à peu près le même niveau que les chiffres d'affaires de l'ensemble du secteur de la vidéo et du cinéma professionnel. Donc il y a un changement assez important de paradigme. Et puis, il y a autre chose aussi de très important qui s'est passé en 2005 aussi. Pour moi, c'est une année charnière, 2005. C'est l'apparition de la caméra dans les téléphones portables. Elle est arrivée début 2005, la caméra dans les téléphones portables. Moi, à l'époque, avec le Forum des images à Paris, on a créé un festival qui s'appelait le Festival Pocket Film, qui était consacré justement à la création de films avec téléphone portable. Ce qui pouvait sembler assez absurde, parce qu'on se dit, un film, pour faire un film, on prend une caméra, on ne va pas faire un film avec un téléphone portable. Mais à l'époque, c'était le début. Moi, je me disais, mais dans une dizaine d'années, du fait de l'accélération des technologies, etc., tout le monde, comme tout le monde avait déjà un téléphone, tout le monde aura une caméra dans sa poche en permanence. C'est un fait social. Qui parmi vous n'a pas de caméra dans son téléphone? Voilà, vous êtes 3 dans la salle. Dans 2 ans, maximum, vous aurez un téléphone avec une caméra dedans, parce qu'on change en moyenne en France de téléphone tous les 2 ans. Et ça, on peut dire, oui, mais c'est un détail, mon téléphone, de toute façon, un téléphone, ça sert à téléphoner. Pas pour les adolescents. L'usage des adolescents avec leur téléphone, 5% de l'usage, c'est la téléphonie. Sinon, ils font plein d'autres choses avec leur téléphone. Donc en fait, on sait tous à quel point ces images au quotidien, on a tous dans nos expériences, et puis à quel point elles ont un impact politique, à quel point elles ont un impact psychologique, etc. Alors, voilà, ça c'est un petit peu les constats, des choses un petit peu techniques. Maintenant, les enjeux de l'éducation à l'image. À quoi ça sert l'éducation à l'image ou l'éducation aux images? Qu'est-ce que... Moi, si vous voulez, pour vous proposer ma vision, après on fera un brainstorming tout à l'heure, donc je vous laisserai la parole tout à l'heure plus. Je crois qu'on est tous spectateurs des images. Si on se situe avant 2005, si vous voulez, on va dire avant 2005, avant tout ça, pourquoi c'était important l'éducation à l'image? Parce que on est spectateur des images, on est spectateur des publicités, on est spectateur des films, on est spectateur de la télé poubelle, on est spectateur de tout ça. Et finalement, l'image, c'est un langage. C'est un langage qui peut nous manipuler et qui est d'ailleurs fait pour. D'ailleurs, le cinéma lui-même, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque de l'URSS, le cinéma russe était un cinéma de propagande, enfin qui était en tout cas présenté comme tel, et les cinéastes russes étaient tout à fait au clair avec le fait qu'ils sont là pour faire de la propagande, et il y a des textes tout à fait assumés. Et aujourd'hui, on ne le dit plus comme ça, mais c'est vrai que si on regarde la majeure partie de la production du cinéma américain,
c'est un cinéma de propagande, hein, tout autant. Donc c'est une propagande culturelle. Hein, et du coup, je crois que il est important de transmettre dans le champ de l'éducation une conscience plus fine du langage des images, parce que il y a des enjeux démocratiques là-dedans. On est dans une société de l'écrit, nos lois sont écrites, l'écrit structure notre société. Si nous n'apprenions pas à lire et à écrire à l'école, la société ne pourrait pas être démocratique. Vous voyez, société de l'écrit, il faut savoir lire et écrire. S'il y a plein d'analphabètes, eh ben, ils ne peuvent pas avoir une prise sur l'organisation sociale. On a coutume de dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans une société de l'image, et c'est vrai. Hein, on voit à quel point l'image structure l'espace social, l'espace politique, hein, et culturel. Donc, moi, il me semble, je ne sais pas vous, mais enfin, en tout cas, moi, il me semble que c'est très important d'apprendre à lire et à écrire les images, et qu'il y a des enjeux vraiment de démocratie, hein, à mon sens. Alors, ça, ok, mais comment on fait ? On peut être en mode scolaire, académique, expliquer les chants contre chants, les plongées contre plongées, etc. Mais ça, c'est pas de la pédagogie. Vous savez, comme moi, sans doute, que quand on est justement dans cette posture de donner une information à quelqu'un et de considérer qu'il va intégrer cette information et qu'il va avoir compris, en fait, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça fait plus de 100 ans que les pédagogues, Célestin Freinet et autres, nous expliquent que ce n'est pas comme ça que ça marche, la pédagogie. On apprend par l'expérience. C'est en vivant une expérience, parce qu'on sait d'ailleurs que la mémoire, elle est émotionnelle. Hein. On imprime, si j'ose dire, des choses qui sont liées à des émotions vécues. Donc les émotions, elles se vivent dans l'expérience. C'est pas en étant assis dans une salle de classe, l'émotion est assez faible. Et du coup, finalement, l'atelier de pratique artistique proposait à des gens de faire un film, c'est-à-dire écrire un scénario, préparer le tournage, tourner le film, faire le montage. Eh ben, ça permet, par l'expérience, finalement, de traverser toutes les arcanes par la pratique du langage cinématographique. Et puis, au bout du compte, on a fait le film et clairement, on ne vivra plus les images dans notre quotidien de la même manière. Donc moi, je trouve que les ateliers de pratique artistique audiovisuelle sont vraiment très, très efficaces. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Les images servent à des choses différentes. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, les images sur les réseaux sociaux, quand on voit justement ces jeunes gens qui se prennent en photo et qui changent leur photo de profil plusieurs fois par jour. Ça paraît, on se dit, mais c'est absurde, enfin, pourquoi ils font ça ? Ils sont complètement frénétiques de l'image. Enfin, là, je vais vous proposer de penser à votre père. Quand votre père, il vous filmait et quand il vous photographiait, vous vous rappelez ? Parfois, il était un peu insupportable. Hein, la pulsion scopique, elle était là. Il aurait eu un téléphone portable, il aurait fait plein d'images. Simplement, à l'époque, il fallait acheter des pellicules, des cassettes, ça coûtait plus cher. Mais si vous voulez, cette attitude-là, elle n'est pas nouvelle. Et puis, par ailleurs, par exemple, quand on échange sur un réseau social, que j'envoie des messages à quelqu'un, je vois son image, je vois sa photo, il voit ma photo. Donc finalement, je suis en rapport avec cette personne via son image. Hein. Je ne la vois pas, sauf quand on est en Skype, mais le plus souvent, on voit l'image de la personne. Donc finalement, l'image que je donne de moi-même va modéliser ma relation sociale. Donc elle a cette importance-là. Et nous, ce matin, quand on s'est levé, on s'est habillé d'une certaine manière, on s'est coiffé, maquillé d'une certaine manière. En fonction de notre manière d'être habillé, on a choisi une modélisation, si j'ose dire, de nos relations sociales aujourd'hui. Donc, parce que peut-être que nous, on est plus en interaction directe, mais dans un réseau social, bah, c'est pareil, c'est des échanges réels. Donc finalement, ce n'est pas une frénésie d'images, c'est comme quand nous, le matin, on se maquille et qu'on s'habille. Hein, c'est les mêmes enjeux, finalement. Donc je crois que, comme ça a déjà été dit tout à l'heure, c'est difficile de juger à l'aune de nos propres critères, alors qu'on ne vit pas forcément les mêmes expériences. Après, il y a aussi une question importante qui est la question de la mémoire. Pour moi, j'imagine que pour vous c'est un petit peu pareil, l'image c'est de la mémoire.
C'est une trace de mémoire. Mais sur YouTube, il y a à peu près 5 milliards de vidéos qui sont visionnées chaque jour. Vous connaissez le réseau Snapchat, hein, cette application qu'on a sur nos téléphones portables, qui est utilisée au quotidien par un adolescent sur 2 aujourd'hui en France, donc c'est une application importante. Et cette application, vous le savez sûrement, eh bien, elle permet d'envoyer des photos et des vidéos qui ne seront pas conservées. Il y a dans cette application 10 milliards d'images qui sont échangées chaque jour. Et ces images-là, elles ne sont pas faites pour rester. Donc, c'est comme une forme d'oralité. Même nous, je veux dire, si par exemple en sortant tout à l'heure, on voit un beau soleil, ça se trouve, on va faire une photo, et puis on va envoyer ça par MMS à notre copain ou à notre copine, et ça se trouve, il n'y aura même pas de mots. Vous voyez, avant, pour faire une image, il fallait que je décide de prendre mon appareil photo ou ma caméra, donc il y avait des mots dans ma tête. Je formulais, il y a le spectacle de fin d'année de ce soir, je vais penser à prendre le caméscope. Mais aujourd'hui, donc finalement, l'image, elle se préparait avec des mots. Donc le langage des images, c'est une sorte de métalangage d'une certaine manière, mais qui est structuré par les mots. Mais aujourd'hui, quand je prends un truc en photo et que je l'envoie directement par MMS, ben c'est une forme d'élocution. C'est comme quand je prononce un mot et je le prononce avec ma bouche et il vient à vos oreilles, ben je fabrique un message et je vous l'envoie. C'est une oralité. Et du coup, je crois que finalement, aujourd'hui, faire et transmettre des images, c'est une forme de langage direct, d'oralité, d'une certaine manière. Et du coup, ça veut dire que les images ne sont plus seulement de la mémoire, mais elles sont autre chose. Et ces fonctions-là, mais moi, je ne les connais pas, je ne suis pas dans ces pratiques-là. Donc, du coup, je me repose la question toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme action d'éducation à l'image face à des pratiques et des fonctions qui ne sont plus les mêmes? Moi, il y a quelque chose, et je terminerai là-dessus, après on fera une petite pause, qui me semble important, c'est que ce changement-là, en 2005, il y a eu une différence très importante entre les amateurs et les professionnels qui a été abolie à ce moment-là. C'est aussi la capacité de rendre quelque chose public. Ça, c'était une grosse différence. L'amateur, il pouvait faire ses films amateurs et ses photos et ses diapos de vacances, mais il ne pouvait pas les montrer au monde entier. C'était impossible. Ceux qui pouvaient montrer des images au monde entier, c'était les professionnels du cinéma ou de la télévision. Donc, la seule chose que l'amateur pouvait faire, c'était prendre sa famille en otage un dimanche après-midi pour montrer toutes les photos. Ça n'allait pas très loin. Et ce qui se passe aussi, c'est que les professionnels, ils avaient cette responsabilité éditoriale. C'est pas rien de rendre public quelque chose. On sait à quel point l'image a un impact très fort. Hein. Une image, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut tuer une image, hein, parce que tout à coup, ça divulgue quelque chose. Ça peut aussi sauver, ça peut susciter des mobilisations dans un sens positif ou négatif. C'est très, très important. Et du coup, les professionnels, ils avaient a priori tout un parcours déontologique aussi, toute une formation là-dessus. Mais à partir de 2005, l'amateur lambda, moi et vous, tout un chacun, peut rendre public une image. C'est-à-dire que chaque personne est porteuse de cette responsabilité-là qui n'existait pas avant, qui nous était inaccessible en fait. Et il me semble que cette responsabilité-là, c'est quelque chose qu'il est important d'éclairer. Je ne veux pas dire par là que les jeunes sont inconscients des enjeux, parce que c'est faux et c'est un jugement un petit peu rapide sur les jeunes. Ils sont conscients de plein de choses, mais nous, on n'est pas conscients des mêmes choses. Et je pense que ménager un espace d'échange est constructif. Comment faire ? Eh bien, moi, je crois que... je disais tout à l'heure, je parlais de l'atelier de pratique artistique. On fait un film et on a compris finalement le langage des images et on est moins dupe de la publicité, disons. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi je crois toujours beaucoup aux ateliers de pratique artistique. Je crois qu'il faut proposer aux gens de faire un film, mais il faut aller plus loin. Ce que je fais moi, en l'occurrence, c'est que, par exemple, cette semaine, là j'ai un groupe de jeunes gens à Paris, j'y retourne demain, qui font des adolescents, ils font des films. Et en début de semaine, je leur dis, vendredi, demain, on organisera la projection du film. C'est une projection publique dans une salle. Donc ça veut dire que... Et il y a tout un cheminement, parce que la pédagogie, c'est accompagner des gens dans leur cheminement, bien sûr. Il y a tout un cheminement, c'est-à-dire lundi, ah bon, on va montrer le film, etc. Mais vraiment, etc. Mais oui, tu peux en parler à tes amis, à ta famille. Et finalement,
ces images qu'on va faire, ce film qu'on va faire, on va le montrer à des gens. Et puis on va organiser cette projection. C'est quoi organiser une projection? C'est communiquer, en parler autour de soi. C'est préparer l'affiche. C'est préparer qu'est-ce qu'on va dire avant les films. C'est préparer la salle, faire le noir. C'est faire des gâteaux, etc. Et c'est faire tout ce cheminement qu'au début, j'ose pas. Mais finalement, peu à peu, j'ai envie d'inviter mes amis ou ma famille. Et ça fait que le film que je vais faire, je sais qu'il va être vu par des gens. Donc tout à coup, il a de l'importance. Et je peux vous dire, je sais que certains parmi vous l'ont déjà vécu, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, que quand vous avez fait votre film, vous avez organisé toute la projection, du coup il y a un enjeu très fort sur cette projection, et que vous vous asseyez, et que là, ça va être le noir dans la salle, et c'est votre film qui va passer à l'écran là, dans 30 secondes, je ne sais pas vous, mais moi j'ai la peur de ma vie. L'enjeu est de taille, c'est-à-dire qu'elle est complètement investie. Il y a ce groupe de personnes, c'est hyper important ce moment. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est le fait qu'on est dans un moment bienveillant. Donc mon film, il va être reçu, même s'il est fragile, il va être reçu par les gens. Et aussi, je vais voir mes images en grand. Je vais sentir les réactions des gens, comme toutes les réactions qu'on a eues sur les films. Et bien là, ça va être sur mon film que je vais voir les réactions des gens. Donc je vais vivre l'importance de l'image. Et en plus, mon film, il a été vu réellement par des gens et je l'ai vécu dans mes émotions. Donc du coup, même si je suis un adolescent qui est pas trop sûr de lui, etc., qui a plein de problèmes avec son image, eh bien, parce que faire un film, c'est pas forcément se montrer, ça peut être montrer d'autres choses que soi, bien sûr, eh bien, ça va me donner une fonction sociale. J'ai une importance pour les autres, j'ai fait quelque chose qui a enrichi les autres. Donc je crois que aller jusqu'à la projection, finalement, c'est s'adresser à la pratique des gens aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens font des images et les diffusent. Et donc, je pense que dans les propositions pédagogiques, c'est intéressant de faire cette chaîne, c'est-à-dire de faire des images et de les diffuser, mais dans un cadre qui est complètement différent du quotidien. Parce que organiser une projection, investir ça, faire venir du monde, etc., c'est une expérience exceptionnelle qu'on ne vit pas dans le quotidien et qui, je pense, est très éclairante et qui marche mieux que de dire « Ah là là, le droit à l'image, on n'a pas le droit de filmer les gens ». Mais c'est n'importe quoi de dire ça, parce que c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde filme tout et n'importe quoi, envoie, etc. Du coup, avoir un discours un petit peu moralisateur et normatif, ça, à mon avis, ça ne sert à rien. Parce que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, c'est pas connecté à la réalité. Alors que faire vivre une expérience avec des émotions, quelque chose d'important, et qui se termine par un moment de projection collectif, il me semble que là, on ne sait pas exactement ce que chacun en aura appris, mais on sait que le vécu aura été fort. Voilà. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on fasse, comme il est midi moins 10, qu'on fasse une petite pause tout de suite, et puis on se retrouve dans 10 minutes à midi pour le brainstorming, vous allez voir. Et si vous avez une ou deux questions, posez peut-être tout à l'heure, ou pas, on ira directement sur le brainstorming. Sinon... Vous avez le droit de sortir pendant...